Habituellement, face à un diagnostic médical, on s'attend à une précision chirurgicale. Ouais, c'est vrai. C'est l'équivalent d'une ingénierie mécanique pure, tu vois. Une chute, un bras douloureux, la radiographie affiche une ligne blanche bien nette, et le médecin pointe l'écran en disant que la fracture est exactement là. C'est très binaire, en fait. Voilà, le monde est réparable, et les causes sont immédiatement reliées à leurs effets. Et franchement, c'est rassurant. Complètement. C'est un schéma de pensée qui structure profondément notre rapport au monde. On cherche des causalités linéaires, des ruptures claires. Sauf que, dès l'instant où on quitte le bloc opératoire pour s'attaquer au destin des civilisations, cette machine à rayons X vole en éclats. Ah, ça c'est clair. L'histoire universelle ne présente pas de fracture nette. Et aujourd'hui, l'objectif de notre exploration, c'est de s'équiper d'une toute nouvelle lentille d'observation. Une lentille assez radicale, on peut le dire. Exactement. On va s'attaquer au déclin de l'Occident, les tomes 1 et 2 d'Oswald Spengler. Et pour comprendre la mécanique de cette œuvre monumentale, on s'appuie sur l'avant-propos historique de Johann Chapoutot, la préface analytique de Mante Tazerout, le traducteur, et bien sûr, le texte original de Spengler avec ses fameux tableaux synoptiques. C'est un corpus vraiment dense. L'enjeu pour quiconque suit cette plongée aujourd'hui, c'est d'extraire la substantifique moelle de cette philosophie sans avoir à affronter des milliers de pages parfois très ardues. Décortiquons tout cela. Et le défi est de taille. L'ouvrage propose une véritable morphologie de l'histoire universelle. Pour faire simple, Spengler applique les lois de la biologie et de la botanique à l'évolution des sociétés humaines. Ce qui est dingue, c'est que le titre lui-même impose d'emblée une image très précise. Le déclin de l'Occident. Spontanément, on entend ça, ça évoque un effondrement, une apocalypse, la fin brutale d'un monde, quoi. C'est la réaction de la plupart des gens, oui. Mais en lisant l'avant-propos de Chapoutot, on s'aperçoit que ce titre, en fait, il cache un immense malentendu. Un quiproquo temporel presque tragique pour la réception du livre. Ouais, c'est le point de départ incontournable avant de plonger dans le vif du sujet. Le livre paraît en 1918. L'Allemagne sort tout juste de la Première Guerre mondiale. L'empire wilhelminien s'effondre, le pays est en ruine, traumatisé. Un champ de ruines, littéralement. Voilà. Le public découvre ce titre en librairie et, fatalement, il y voit un miroir de son époque. Une explication philosophique de la défaite militaire allemande et du naufrage européen en général. Bah oui, la corrélation semble évidente pour les lecteurs à ce moment-là. Elle l'est, émotionnellement parlant. Mais historiquement, elle est fausse. Spengler, qui était alors professeur de lycée, a conçu son architecture philosophique et rédigé l'essentiel de sa thèse dès 1912. Avec ce titre définitif. Exactement, avec ce titre. Et en 1912, on est en pleine période bismarckienne, une ère de prospérité économique insolente, d'expansion industrielle. L'Allemagne est pleine de certitudes. Personne n'envisage la boue des tranchées. C'est fou de se dire qu'il pensait au déclin en plein âge d'or. C'est ça. Et d'ailleurs, Mante Tazerout, le traducteur, précise un truc essentiel sur le mot allemand original, Untergang. Il est lourd de nuances. Ça ne signifie pas un naufrage chaotique ou une destruction punitive. Alors c'est quoi, littéralement? Littéralement, c'est le moment où un astre passe sous l'horizon. C'est un coucher de soleil. Un coucher de soleil. Donc c'est l'achèvement naturel d'un cycle journalier, c'est pas une maladie mortelle ou une fin du monde. Exactement. C'est un processus organique, naturel. Et cette clarification permet d'aborder un aspect vraiment crucial, souligné par les textes introductifs, à savoir la récupération politique de l'œuvre. Ah oui, le gros sujet qui fâche. Voilà. Le livre a été massivement utilisé par ce qu'on a appelé la Révolution conservatrice sous la République de Weimar, puis par divers mouvements nationalistes et d'extrême droite, pour justifier un rejet violent de la modernité. Et c'est d'ailleurs fascinant de noter la relation hyper complexe avec le nazisme naissant. Parce que bien que certains aient voulu voir en Spengler un précurseur, le texte original et l'histoire montrent que le Parti national-socialiste a fini par le rejeter, mais alors violemment. Oui, il a été mis à l'index. Sa vision de l'histoire, perçue comme un destin inéluctable et biologiquement déterminé, elle était jugée beaucoup trop fataliste, beaucoup trop pessimiste par des idéologues qui croyaient, eux, en l'action politique volontariste. Et puis surtout, Spengler rejetait catégoriquement le fondement même de leur idéologie, c'est-à-dire l'antisémitisme biologique. Exact. Pour lui, la génétique raciale n'avait absolument aucun sens dans la définition ou l'évolution des grandes cultures. C'était un non-sens philosophique.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une analogie avec le concept de sélection naturelle de Charles Darwin. C'est super important de séparer l'outil d'analyse de ses détournements ultérieurs. Complètement. Darwin, il a décrit un mécanisme, la sélection naturelle, qui est une observation purement neutre de la nature. Et puis des décennies plus tard, paf, le darwinisme social émerge, qui est une distorsion idéologique pour justifier des impérialismes ou des inégalités politiques. C'est la même mécanique de récupération. Exactement. Et bon, qu'il est primordial de préciser que l'objectif de notre exploration aujourd'hui n'est absolument pas de cautionner ces visions politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche. On veut uniquement exposer impartialement les idées factuelles contenues dans le texte pour comprendre la mécanique de cette pensée. Et cette neutralité clinique, elle est indispensable. Parce que la première pièce de la machinerie de Spengler, ça consiste tout bonnement à détruire la frise chronologique que tout le monde a apprise à l'école. La fameuse ligne droite. Voilà. L'idée que l'histoire est une longue ligne continue qui commence, vaguement à Sumer, passe par les pyramides, fait un petit détour par Athènes, traverse le Moyen-Âge et aboutit glorieusement à notre époque moderne. Spengler pulvérise ça, non? Il la pulvérise. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'il qualifie ce schéma classique Antiquité-Moyen-Âge, temps moderne, de système ptolémaïque. Ptolémée, l'astronome qui pensait que la Terre était le centre fixe de l'univers et que toutes les étoiles tournaient autour pour notre seul bénéfice. C'est exactement l'analogie. Dans la conception historique traditionnelle occidentale, l'Europe se place au centre de la carte du temps. L'histoire mondiale est jugée uniquement selon notre trajectoire à nous. Ce qui réduit le reste du monde à un décor, finalement. C'est ça, les dynasties chinoises millénaires, les grands empires méso-américains, la civilisation indienne, tout ça devient de vagues anomalies, des périphéries ou de simples notes de bas de page. On les évalue juste selon leur degré de ressemblance avec l'histoire européenne. C'est une arrogance intellectuelle folle quand on y pense. Et face à ça, Spengler propose une révolution copernicienne. Donc, si on suit Copernic, il déplace le centre de gravité. Oui. Toutes les grandes cultures identifiées par Spengler, l'Égypte, l'Antiquité classique, l'Inde, la Chine, la culture magique arabe ou l'Occident, toutes orbitent autour du même centre conceptuel. Aucune n'est supérieure à l'autre dans l'absolu, et surtout, aucune n'est le brouillon de la suivante. Ce ne sont pas des étapes sur une même échelle. D'accord, je comprends le concept. Mais je me fais l'avocat du diable. Si l'on regarde l'évolution technique ou scientifique, on a tout de même le sentiment d'une accumulation collective, non ? L'humanité ne progresse-t-elle pas dans son ensemble vers un but? Ne prend-on pas le relais des Grecs ou des Arabes pour courir un peu plus loin? C'est la réaction la plus naturelle pour un esprit moderne. Mais Spengler s'y oppose frontalement. Et pour citer directement son concept, il affirme que le mot « humanité » est un concept zoologique vide. Un concept zoologique vide, c'est fort. Très fort. L'humanité globale n'a pas de but, pas de direction. Il compare l'histoire universelle à un champ où poussent des organismes biologiques distincts. Chaque culture est vue comme une plante, un chêne, une fleur spécifique. Ok. Et cette plante s'enracine dans un terrain géographique et spirituel précis qu'il nomme le paysage maternel. Elle germe, elle a sa jeunesse, un printemps de création, une maturité, puis elle se dessèche et elle meurt inexorablement de vieillesse. Donc ce sont des organismes vivants clos sur eux-mêmes. Totalement hermétique. Chaque plante grandit selon son propre code génétique, totalement indifférente aux fleurs qui poussent à côté ou à celles qui ont fané le siècle d'avant. C'est ce qui nous amène à la clé de voûte du livre. Parce que si ces cultures sont des organismes biologiques qui naissent et meurent, on peut donc savoir à quelle étape du cycle vital se trouve une société donnée. Et c'est la distinction majeure de l'œuvre. Le passage inévitable de ce qu'il appelle la culture à ce qu'il nomme la civilisation. Une distinction capitale, oui, parce que dans le langage courant, on utilise ces deux mots comme de parfaits synonymes. On parle de la culture romaine ou de la civilisation romaine, sans faire la différence. Alors que pour lui, c'est le jour et la nuit. C'est même une faute d'analyse majeure. Culture et civilisation s'opposent diachroniquement. Ce sont deux moments successifs d'un même organisme. La culture correspond à la phase ascendante, l'éveil, l'épanouissement. Le printemps de la plante. Le printemps, oui. C'est une période profondément enracinée dans la terre, rurale, authentique, dominée par la religion et la véritable création artistique. Le sang, l'instinct, le mythe priment sur la raison pure. Puis, inéluctablement, le potentiel créatif s'épuise.
C'est le destin inévitable. Toutes les grandes idées de cette culture ont été exprimées. Et là commence la phase de la civilisation. C'est la sclérose, l'hiver de l'organisme. L'intellect, froid, remplace l'instinct religieux. La technique prend la place de l'art. Les sources utilisent un exemple mémorable pour illustrer ça. Le monde antique. Le contraste entre la Grèce et Rome est saisissant. La Grèce antique, avec Athènes, les temples doriques, la ferveur des cultes à mystère ou le dionysisme, c'était la phase de culture. L'Empire romain, par contre, incarnait la phase de civilisation. Le diagnostic de Spengler sur Rome est implacable. Il considère que l'Empire romain n'a produit aucune grande idée originale, aucune métaphysique propre. C'était un peuple d'ingénieurs grandioses, de militaires, de juristes, très brutaux et pragmatiques. Les Grecs faisaient de la philosophie, les Romains construisaient des routes. C'est ça. Là où les Grecs bâtissaient des temples pour communier avec les dieux, les Romains construisaient des aqueducs gigantesques, des thermes, des systèmes d'égouts. C'est le triomphe absolu de la technique sur l'esprit, l'obsession de l'argent. Au cas du rituel sacré aux gladiateurs, au fameux panem et circenses, du pain et des jeux pour divertir des foules qui ont perdu leur lien à la terre. Et c'est l'émergence des villes mondiales, des énormes mégalopoles. Dans la civilisation, le pouvoir quitte les terres agricoles. La population se masse dans ces centres urbains artificiels. Le paysan cède la place aux nomades urbains, un intellectuel cynique, désabusé. L'art devient un simple sport pour snobs. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on tire le fil, New York, Berlin ou Londres, aujourd'hui, sont les stricts équivalents de la Rome impériale d'il y a 2000 ans. Absolument. La rhétorique de l'époque antique, ou le journalisme de masse aujourd'hui, remplace la grande politique traditionnelle. Très brillante, qui engloutit tout autour d'elle. C'est une super image. Pour un observateur naïf, cette taille colossale et cette luminosité, ça pourrait passer pour le summum de sa jeunesse et de sa force. Mais en réalité, produire des superstructures gigantesques et étendre son empire, c'est le symptôme final de son épuisement structurel, juste avant son effondrement mortel. L'analogie est parfaite. L'impérialisme militaire ou technologique massif masque l'épuisement total de l'âme originelle. Mais ce cycle organique inéluctable soulève une autre question fascinante. Si toutes ces cultures traversent les mêmes phases organiques, ont-elles la même vision du monde? Apparemment non. Absolument pas. L'organisme a une structure cyclique identique, le printemps, l'hiver, mais son ADN spirituel, ce que Spengler appelle son âme, est totalement unique et imperméable aux autres. Même si deux plantes grandissent de la même façon, une rose ne percevra jamais le monde comme un chêne. C'est ça. Et ça rend l'esprit des cultures mutuellement intraduisible. Le rapport au temps en est l'exemple le plus spectaculaire dans le texte. Spengler prouve que l'homme antique, l'âme apollinienne, vivait dans un pur présent. Sans aucune notion historique. C'est dingue ça. Comment on peut vivre sans conscience historique? Des exemples frappants le montrent. Thucydide, le célèbre historien grec, affirmait sérieusement que rien d'important ne s'était passé avant lui. Les Grecs n'avaient pas de chronologie précise, pas d'horloge. À l'époque homérique, ils se sont mis à brûler leurs morts pour anéantir physiquement le passé. Brûler le corps, c'est nier le passé, c'est vrai. En opposition totale avec l'âme égyptienne qui était obsédée par l'immortalité et la durée. Eux, ils momifiaient les corps et construisaient en granit pour s'inscrire dans l'éternité. Exactement. Et le contraste est encore plus fort avec l'âme occidentale, l'âme faustiane ou germanique. C'est l'âme tendue vers l'infini, la direction, l'histoire lointaine. C'est le peuple qui a inventé les horloges mécaniques de tour dès le Moyen-Âge pour fragmenter et marteler le temps. Ce relativisme absolu a des conséquences troublantes. Qu'une vision artistique soit spécifique à une âme, qu'un temple dorique soit statique alors qu'une cathédrale gothique s'élance vers l'infini, on peut le concevoir. Mais l'auteur s'attaque au mythe des mathématiques universelles. Oui, c'est un point majeur. Qu'est-ce que cela signifie au fond? Que la vérité mathématique n'est pas absolue? 1 et 1 font 2 partout? Non? Eh bien, pour Spengler, une mathématique n'existe pas en soi. Le nombre est un mode d'expression de l'âme. La mathématique antique, Euclide, c'était de la géométrie pure, des grandeurs corporelles palpables. Et les nombres négatifs? C'était des hérésies. Il ne concevait pas -3 pommes, parce que ça n'a pas de réalité corporelle tangible. Ah ouais, je vois. Et à l'inverse, le calcul occidental, inventé par Newton ou Leibniz, c'est le calcul infinitésimal, la dynamique. Le nombre devient abstrait, relationnel, un mouvement vers l'infini.
Donc la géométrie antique et le calcul occidental ne sont pas les étapes d'une même science. Ce sont deux expressions artistiques, religieuses, de deux âmes totalement distinctes. Le constat est vraiment vertigineux, mais du coup, après avoir pris conscience que nous sommes fondamentalement différents des Grecs ou des Égyptiens, et surtout qu'on est entré dans la phase d'hiver, la civilisation de notre propre organisme occidental, que reste-t-il à faire pour l'individu d'aujourd'hui? C'est le désespoir total? Étonnamment non. Si l'on relie cela à une perspective plus large, Spengler récuse l'étiquette de pessimiste. Pourtant, annoncer l'hiver de la civilisation, c'est pas très gai, hein? Mais l'inéluctable n'est pas triste. C'est l'idée du destin, l'amor fati. Pleurer sur la fin de la grande peinture ou de la grande musique classique, c'est totalement inutile selon lui. Les possibilités esthétiques et philosophiques de l'Occident sont juste épuisées. La sève ne remonte pas en hiver. Donc s'obstiner à faire de l'art, c'est une perte de temps. C'est sa conviction. Il prend souvent l'exemple de Cecil Rhodes, le grand bâtisseur d'empire britannique. Rhodes se promenait avec des biographies de l'Antiquité romaine sur lui. Il est le prototype de l'homme de la civilisation expansif, financier, impérialiste. Il construisait des chemins de fer du Cap au Caire au lieu d'écrire de la poésie. C'est exactement la recommandation radicale de Spengler. Et ça, pour les esprits curieux qui écoutent, c'est une application pratique redoutable. C'est un outil formidable pour ne pas gaspiller son énergie. Spengler nous invite à une évaluation froide de notre époque. Il vaut mieux aujourd'hui construire un moteur d'avion, devenir ingénieur ou homme politique cynique, plutôt que de produire une poésie lyrique médiocre. Ne luttons pas pour faire éclore des fleurs en plein hiver. Apprenons plutôt à maîtriser la glace et l'acier. Voilà le message de Spengler pour l'homme d'aujourd'hui. C'est une brutalité pragmatique fascinante. En fait, Spengler offre des lunettes radicalement nouvelles pour observer les événements actuels. L'hyperurbanisation, l'obsession technologique. On ne voit plus ça comme un chaos inexplicable, mais comme le déroulement logique et prévisible du cycle de vie de notre propre civilisation. Une fois qu'on a chaussé ses lunettes, l'IRM devient très net, oui. Mais tout de même, j'aimerais qu'on termine sur une dernière pensée un peu provocatrice. Je t'écoute. Le texte de Spengler repose entièrement sur l'idée que les cultures sont comme des monades, sans porte ni fenêtre, complètement hermétiques les unes aux autres, poussant indépendamment. C'est le socle de sa théorie, oui. Mais à l'heure où les mégalopoles mondiales interconnectent instantanément toutes les civilisations actuelles, notre monde globalisé et hyper technologique, est-ce qu'il ne pourrait pas accidentellement fertiliser un nouveau sol? C'est-à-dire ? Est-ce que ce grand hiver technologique, ce terreau artificiel unifié à l'échelle planétaire, ne pourrait pas être le lieu de naissance d'une toute nouvelle culture dont l'âme originelle et primitive nous serait aujourd'hui totalement inconcevable? C'est une hypothèse qui dépasse Spengler, mais qui s'appuie curieusement sur sa propre logique organique. Si la Terre est à nouveau ensemencée, qui sait quel genre de plante pourrait y germer avec la technologie comme paysage maternel? Voilà de quoi laisser chaque esprit curieux méditer sur sa propre place dans ce grand ballet cosmique.